Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons notre série sur une réflexion biblique, évidemment, sur les conditions masculines et féminines. La première partie que nous allons voir en 2 séances, Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux? C'est un sujet d'actualité, l'égalité, homme-femme, etc. Donc on va regarder d'un peu plus près ce qu'il en est au niveau de la parole de Dieu. Je propose de commencer par une lecture dans Genèse chapitre 5, le verset 2. « Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. » Texte simple. Ensuite, Genèse chapitre 2, verset 23. « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Donc ça, c'est juste après que la femme ait été créée à partir de la côte ou du côté de l'homme. 1 Corinthiens 11, 12, dans le Nouveau Testament. « Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. » Genèse 2, 25, on fait des allers-retours. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. On va voir qu'est-ce que ça vient faire là, ça. Genèse chapitre 3, verset 8. « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Là, c'est la chute. Galates chapitre 3, verset 28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Tous ces textes, sauf le premier, mais tous ces textes tendent à montrer une certaine égalité entre l'homme et la femme. La femme est-elle l'égale de l'homme? Puisque là, nous avons vu, l'homme et la femme et sa femme étaient tous deux nus, donc tous les deux avaient la même conscience de la nudité, donc il y avait une égalité, en tout cas à ce niveau-là. Et puis on voit dans 1 Corinthiens 11 que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, donc on voit qu'il y a une sorte d'aller-retour, donc il n'y a pas de supériorité de l'un ou de l'autre dans le texte biblique. Donc il y a une sorte d'égalité, en fait, qui est affirmée au travers de ces textes. Égalité dans une position de création, une égalité dans la perception de la chute, etc. Maintenant, on va prendre d'autres textes. Le verset 24 du chapitre 2 de la Genèse, donc le suivant. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Alors, on ne va pas regarder pourquoi il ne s'agit que de l'homme et pas de la femme. Parce qu'il n'est jamais écrit que la femme doit quitter son père et sa mère, mais l'homme. Donc là, il y a une sorte d'inégalité. 1 Corinthiens 11, 8 et 9. Donc tout à l'heure, c'était 1 Corinthiens 11, 12, mais c'est toujours dans le même chapitre. L'apôtre Paul qui dit « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. » On retrouve encore une inégalité apparente. Enfin, on va voir ce qu'il en est. 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors là, c'est un texte tel que lu comme ça, en tout cas, est assez cru, assez violent, mais ça montre en tout cas plus qu'une inégalité, il y a une disparité carrément. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Là, on retrouve encore une totale inégalité. Colossiens 3, 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Là, on a une inégalité. Donc en fait, le texte biblique, parfois dans les combats qui existent entre féministes, anti-féminisme, etc., eh bien en fait, c'est une guerre de versets bibliques. Là, il y a ce qu'il faut, j'en ai pris quelques-uns, mais chacun je pense qu'on peut tenir une guerre de tranchées pendant assez longtemps en s'envoyant des coups de versets bibliques. Donc on va regarder maintenant ce qu'il en est précisément, ou plus précisément du moins, de la création. La femme est-elle l'égale de l'homme? L'homme est-il l'égal de la femme? On peut le prendre dans les deux sens, bien sûr. Oups. Dans l'Ancien Testament, les lois sont différentes pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire, quand on prend le Lévitique, ou le Deutéronome, il y a des lois qui sont édictées, et elles sont, alors pour certaines, elles sont équivalentes, ce sont les mêmes, et pour d'autres, voilà. Par exemple, les Juifs, dans la culture juive, comptent 613 commandements pour les hommes, pas pour les femmes.
Mais la discrimination entre les femmes dans les écrits anciens ne provient pas de la parole de Dieu. La discrimination contre les femmes dans les écrits anciens ne provient pas de la parole de Dieu. C'est à partir du 1er siècle de notre ère que les penseurs se sont mis à réinterpréter le récit de la Genèse à la lumière de la philosophie grecque. C'est-à-dire qu'en fait, l'apparition de ce déséquilibre, en fait, ou plutôt de cette inégalité entre l'homme et la femme dans les textes et dans l'interprétation des textes, apparaît au 1er siècle. Et apparaît non pas parce que Paul est arrivé et a écrit des choses, mais parce que on a considéré, les pères de l'Église ont considéré que l'Ancien Testament devait être relu à la lumière de la philosophie grecque, et non pas à la lumière du judaïsme, je dirais. Alors, pour faire très court, pour faire simple, mais il y a eu une scission entre les chrétiens et les juifs, et les chrétiens, pour être manifestement différents des juifs, ont rejeté tout ce qui provenait du judaïsme. Et donc se sont coupés de leurs racines, ce qui a donné des déviances notoires qu'on retrouve encore aujourd'hui. On a eu le même phénomène avec le protestantisme. Quand Luther, Calvin ont commencé à se détacher de façon très sérieuse du catholicisme, et il le fallait, mais à un moment donné, il fallait tellement se séparer du catholicisme qu'il y a des choses qu'on a coupées et on n'a pas fait vraiment attention. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une coupure, il y a eu 2 coupures là, donc, et que l'on retrouve en fait dans les effets aujourd'hui, dont on retrouve les effets aujourd'hui. Alors, pour Philon d'Alexandrie, Ève était coupable d'un péché sexuel et condamnée à la perte de la liberté et à la tyrannie d'une vie commune avec l'homme dont il lui faut accepter les ordres. C'est-à-dire que parce que c'est Ève qui a péché, et que le pauvre homme, d'après Philon d'Alexandrie, et que le pauvre homme Adam, il a suivi et qu'il a subi les conséquences du péché de la femme, eh bien, c'était une évidence que du coup, la femme devait subir la tyrannie de l'homme. Interprétation de Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, entre 20 et 45 après Jésus-Christ. Donc on est à l'époque de Jésus. Alors, qui est Philon d'Alexandrie? Pour savoir, il interprète la Bible à travers la philosophie grecque, principalement à l'aide de Platon et des stoïciens, en se basant sur une lecture de la Septante et non du texte hébreu de l'Ancien Testament. De cette interprétation ressort un texte biblique allégorique. Son œuvre abondante est principalement apologétique, entendant démontrer la parfaite adéquation entre la foi juive et la philosophie hellène. Son objectif, c'est de montrer que la foi juive est tout à fait en corrélation avec la philosophie grecque. Donc, vaste travail, puisque ce n'est pas le cas, donc il a fallu tordre les textes, et il s'appuie sur la Septante. Ce que fait nos traductions bibliques, ce que font nos traductions bibliques aujourd'hui. Aujourd'hui, nos traductions bibliques s'appuient sur la Septante, essentiellement, plutôt que sur les textes hébraïques. Il faut juste savoir, je fais encore une petite parenthèse, mais ça me semble important, c'est que la Septante, c'est une traduction grecque de l'Ancien Testament faite par des juifs hellénistes, donc qui parlaient le grec. Elle a été faite dans un but bien particulier. Elle a été faite à une époque où 100 000 juifs étaient emprisonnés par le pharaon d'Égypte, et ils risquaient la mort parce qu'il y avait un bruit qui courait comme quoi les juifs s'opposaient et risquaient de faire tuer le pharaon. Donc du coup, des érudits ont dit « Non, attendez, il y a une incompréhension, notre texte est en hébreu, c'est pour ça que vous ne le comprenez pas, on va vous le traduire en grec, vous allez le lire et vous allez voir qu'on n'est pas du tout opposé à l'autorité du pharaon. » Mais il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans la Septante, parce que l'objectif, ce n'était pas de transmettre un texte biblique d'études bibliques, l'objectif était de transmettre un texte pour sauver les juifs qui risquaient la mort. Et donc par exemple, un exemple tout bête, mais dans nos Bibles, nous avons que le lièvre est un animal impur, par exemple. La traduction littérale, c'est un lapin, pas un lièvre. Pourquoi ça a été changé? Petit exemple, mais parce que la femme du pharaon avait comme surnom le lapin. Donc écrire dans un texte où déjà les juifs risquaient la mort, le lapin est impur, c'était sûr qu'il partait à la mort. Donc c'est un exemple simple à comprendre, mais on a énormément de distorsions comme ça, parce que l'objectif était de sauver les juifs et non pas de transmettre un texte d'étude. D'ailleurs, les érudits qui ont traduit en grec ont écrit par ailleurs un texte comme quoi ce texte ne devait en aucun cas servir de base d'étude. Il faut bien comprendre. Malheureusement, nos traductions sont essentiellement basées sur la Septante.
parce qu'elle correspond à la philosophie grecque, qui a été reprise par les philosophes des Lumières, et donc qui correspond à une philosophie sociétale moderne qui va bien pour le mouvement progressiste que l'on connaît. Je ferme la parenthèse. Dans le Midrash Rabbah, c'est une étude donc, de l'Ancien Testament, un rabbin explique pourquoi, selon lui, les femmes doivent porter un voile. Elle est comme celle qui a fait le mal et qui a honte d'être vue. C'est violent, mais voilà l'interprétation. Tout ça à l'image de la philosophie grecque, parce que les prostituées, dans la Grèce antique, portaient un voile. Et donc, on considère qu'en fait, la femme qui doit porter le voile, c'est simplement parce qu'elle se considère telle une prostituée. Vous voyez, c'est très très violent, mais c'est une interprétation grecque. Alors le Midrash Rabbah désigne un ensemble de 10 recueils de commentaires bibliques, rabbiniques, sur les 5 livres de la Torah et les 5 rouleaux. On a Genèse Rabbah, ou Bereshit Rabbah, Exode Rabbah, Lévitique Rabbah, Nombre Rabbah, Deutéronome Rabbah. On a le Cantique des Cantiques Rabbah. On a Ruth Rabbah, et on a Esther Rabbah et Lamentation Rabbah. Ça s'arrête là. C'est tous les livres qui existent en études bibliques très précises. Le théologien Tertullien, dont les écrits ont eu du poids dès le IIe siècle de notre ère, enseignait que la femme devait aller comme une Ève pénitente noyée dans les larmes. J'ai mis les références. Donc on voit toute cette philosophie, ô combien elle a imprégné le christianisme en fait, puisque c'est dès le départ du christianisme où on a voulu intégrer la philosophie grecque dans la compréhension de la parole de Dieu. Le Talmud cite un rabbin: « Donner à ta fille quelques connaissances de la loi, ce serait comme lui enseigner la luxure. » D'où la nécessité absolue que la femme ne sache rien. Parce que plus elle en sait, plus c'est dangereux. Alors c'est sûr que ça devait être dangereux pour ceux qui voulaient manipuler la parole, c'est sûr que c'était dangereux. Mais ce n'était pas pris dans ce sens-là. Même si eux peut-être le pensaient dans ce sens-là. Considérés à tort comme bibliques, ces enseignements ont largement contribué à la discrimination contre les femmes. Donc là, on a une source du christianisme machiste que l'on a connu pendant des siècles et que l'on connaît encore aujourd'hui, malheureusement. Soyons clairs avec des mots clairs. Considérés à tort comme bibliques, ces enseignements ont contribué au machisme vindicatif dans la société. En dénaturant le point de vue de Dieu, les chefs religieux ont insufflé chez beaucoup d'hommes du mépris pour les femmes. Ça a été tout un mouvement qui a commencé dès le début de l'ère chrétienne et qui s'est propagé au travers des pères de l'Église et ensuite dans toute la diffusion de l'arianisme d'abord, puis du catholicisme, parce que le catholicisme est arrivé après l'an 1000, en 1050, alors je ne sais plus 52 ou 53 ou 54, là, ou 51, enfin c'est par là. Il y a eu un schisme et donc c'est là qu'apparaît le catholicisme romain. Avant c'est l'arianisme. Et donc tout ça, ça s'est véhiculé, puis ça a été renforcé au fur et à mesure par différentes philosophies intégrées dans la lecture biblique. Doit-on maintenant revendiquer l'égalité homme-femme? En fait, on a vu d'où vient ce machisme vindicatif, quelque part ce placardage sur la femme d'une image extrêmement négative. Alors maintenant, doit-on pour autant revendiquer l'égalité homme-femme? Alors, l'égalité homme-femme, c'est avoir les mêmes possibilités, les mêmes droits. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, les femmes doivent avoir les mêmes possibilités et les mêmes droits que les hommes. Ça, c'est clair. Je dis bien les mêmes possibilités. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de parité. C'est une possibilité. Oui, les hommes doivent avoir les mêmes possibilités et les mêmes droits que les femmes. Dans une certaine limite, bien sûr. Mais, parce que c'est là. Si on s'arrête là, voilà, on devient tout d'un coup, on revendique des droits à l'égalité. Mais, revendiquer, ces revendications cachent une autre intention. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à qu'est-ce qui se cache derrière la revendication. Qu'est-ce qu'il y a exactement derrière cette question et cette soudaine nécessité. Les femmes veulent devenir des hommes. Et ça, par contre, ce n'est pas possible. Et les hommes veulent devenir des femmes.
Nous avons aujourd'hui des expériences d'hommes qui se sont fait implanter des utérus. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et fièrement, il a pu dire « j'ai porté un enfant pendant 3 semaines ». On arrive à des aberrations, je dirais, génétiques, créationnelles, de l'ordre de la création. Les hommes et les femmes veulent avoir une même condition humaine. Et c'est là qu'il y a un problème. Quand on parle au niveau de droit, évidemment, que la femme ait le droit de conduire, que l'homme ait le droit de conduire, que la femme ait le... C'est normal. Tous les droits doivent être les mêmes. Nous sommes d'accord. Mais derrière ces revendications, on va au-delà du droit, on va dans la condition humaine. C'est-à-dire qu'il y a une revendication que la femme ait la même condition que l'homme, condition humaine que l'homme, et que l'homme ait la même condition humaine que la femme. Alors que l'homme et la femme ne sont pas du tout comparables dans certains domaines. Pas du tout. Il y a 3 domaines dans lesquels se manifestent ces différences fondamentales. Il y a 3 domaines. Alors on y va. Il existe donc les 3 domaines. Le domaine physique. Le domaine physique. Le sport met en évidence les différences physiologiques évidentes. D'ailleurs, raison pour laquelle il y a des épreuves séparées entre les hommes et les femmes. Le lancer du poids, les hommes et les femmes sont séparés. Je dirais fort heureusement pour les femmes. Elles n'auraient aucune chance. Donc là, on voit bien que même dans la condition physique, il y a un problème. D'ailleurs, les féministes ne revendiquent pas qu'il y ait les mêmes compétitions et les mêmes que les femmes soient mélangées aux hommes dans les compétitions sportives. Elles sont séparées. Le lancer du poids entre l'homme et la femme, c'est pas en même temps, mais ça reste les mêmes conditions. C'est en fait, le poids est plus léger parce que physiologiquement, elles ont moins la capacité physiologique d'envoyer un poids de 7,5 kg à la même distance que les hommes, donc elles ont un poids plus léger, mais sinon, les règles sont exactement les mêmes. Tout est pareil. Donc, mais c'est séparé. Il existe des disciplines sportives pour lesquelles les hommes et les femmes concourent en même temps. Mais il s'agit alors de pratiques sportives pour lesquelles les capacités physiques propres du sportif ne sont pas directement le sujet de la compétition, comme l'équitation. À l'équitation, il ne s'agit pas de comparer les capacités physiologiques d'un homme et d'une femme. Il s'agit de comparer la capacité à tenir un cheval et à le conduire. On n'est plus dans des capacités physiologiques de force, on est dans des capacités de gestion psychologique et physique. Pas du tout la même chose. Donc là, ok. Les cerveaux des hommes et des femmes sont différents. Les cerveaux des hommes et des femmes sont vraiment différents. Alors pas totalement, évidemment, vraiment différents. Le cerveau d'un homme pèse en moyenne 1325 grammes. Le cerveau des femmes pèse en moyenne 1144 grammes. C'est-à-dire qu'il y a déjà une différence. D'ailleurs, c'est ce qui a suscité, le cerveau est moins lourd, donc elles sont moins intelligentes. Ça a été, le raccourci est assez rapide. Pourtant, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il faut juste prendre en considération que le cerveau représente environ 2% du poids du corps. Mais comme une femme, en général, physiologiquement, est moins lourde au niveau physiologique qu'un homme, déjà son cerveau est en proportion à son corps. Quelqu'un de petit a un cerveau plus petit que quelqu'un de grand. Ça ne veut pas dire qu'il est moins intelligent. C'est juste que physiologiquement, il a des yeux plus petits, il a des mains plus petites, enfin, il a un corps homogène, plus petit. Donc déjà, on voit que l'impact physiologique a un impact aussi sur le cerveau, qui est lui aussi physique, hein, c'est la matière. Le cerveau des hommes contient davantage de liquide céphalorachidien et de substances blanches, alors que le cerveau des femmes possède une quantité plus importante de substances grises. Alors la substance blanche, ça sert à quoi? Former de prolongements parfois très longs de la cellule nerveuse, les axones, qui facilitent les transferts d'informations entre les différentes régions du cerveau. Permet à l'individu de se situer et de s'orienter dans l'espace plus facilement. La substance grise, tissu neuronal concentré de dendrites, plus concentré dans le thalamus et l'hypothalamus, intègre des stimuli périphériques, hormonaux, humoraux et nerveux. Le thalamus impliqué dans le transfert et filtrage des informations sensorielles périphériques spécifiques vers le cortex ou des signaux transitant par des boucles cortico-thalamo-corticales. C'est un peu technique, mais vous allez voir que ça va avoir des implications. Cette boucle-là sert à la détection d'erreurs et à la gestion de conflits entre ce qui est attendu, représentation centrale et anticipation de la récompense, et ce qui est réel, succès ou échec.
Un hyperfonctionnement de ces neurones qui détectent les erreurs et qui tirent profit de l'échec contribuerait à l'émergence du trouble obsessionnel compulsif chez le TOC, où le sujet, ressentant une erreur permanente malgré ses efforts de correction, persévère dans l'action. En fait, à partir du moment où le cerveau il pense qu'il y a une erreur, qu'il y a un problème, alors qu'il n'y en a pas, eh bien en fait, on va répéter de façon incessante les mêmes gestes pour essayer de corriger l'erreur. Par exemple, les gens qui ont l'impression d'avoir toujours les mains sales, qui vont se les laver en permanence parce que le cerveau est bloqué sur le fait que les mains sont sales, donc ils vont se les laver en permanence, ça devient un TOC. Trouble obsessionnel du comportement. C'est ce sentiment de fausseté qui est à la base des pensées intrusives, récurrentes et obsédantes. Ces dernières entraînant la ritualisation de correction, donc le TOC. Il y a tout un schéma sur le TOC par rapport à cette boucle cortico-thalamo-corticale. Les structures de la matière grise traitent les stimuli nerveux, hormonaux et humoraux permettant des aptitudes combinatoires. Alors, quand on parle du stimuli nerveux, c'est tout le système sensoriel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme va être beaucoup plus sensible au niveau des stimuli sensoriels que l'homme. Le système endocrinien et le système immunitaire. Donc il y a bien une différence. N'oublions pas, ce petit encart rouge, on va le retrouver tout le temps. N'oublions pas que l'homme et la femme ne sont pas dissemblables ou singuliers dans leur composition, mais sensiblement différents dans leur proportion constitutive. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que l'homme est comme ça, la femme est comme ça. On est en train de dire que le type masculin est comme ça, le type féminin est comme ça, et qu'entre les deux, il y a tout un dégradé. Et on peut aller du plus vers le moins. Et on verra au fur et à mesure que cela n'a aucun rapport avec la génétique. On peut être homme et avoir un fonctionnement très proche du fonctionnement féminin, sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur une homosexualité sous-jacente. Ça n'a rien à voir. C'est simplement une constitution physiologique qui donne des aptitudes à la gestion des stimuli nerveux au niveau du cerveau. C'est tout. L'homosexualité est complètement autre chose. On le verra au fur et à mesure. Donc on continue. On a vu du coup que chez l'homme, ayant beaucoup plus de substances blanches, l'homme va favoriser les activités latéralisées et la femme va favoriser les activités croisées. Quand je dis latéralisées, c'est tout l'hémisphère droit ou tout l'hémisphère gauche qu'on va utiliser en tant qu'homme. C'est pas que ce soit séparé, mais on va avoir tendance à passer plus du côté droit ou plus du côté gauche, alors que la femme, elle, va avoir tendance à utiliser plus les deux en même temps, à croiser l'information. Voilà des scanners de cerveau d'homme à gauche en bleu et de cerveau de femme à droite, en activité. C'est-à-dire ce sont des cerveaux auxquels on a demandé de résoudre quelques problèmes simples, plus ou moins simples, hein, et on en arrive en fait à un fonctionnement latéralisé chez l'homme. On voit bien, hein, c'est beaucoup plus d'un côté ou de l'autre, les traits sont plus verticaux, alors que la femme, c'est beaucoup plus croisé. Le câblage principalement à l'intérieur de chaque hémisphère cérébral, moitié de cerveau. C'est-à-dire qu'on cherche à résoudre les problèmes ou à analyser plus d'un côté ou de l'autre, plutôt que d'utiliser les deux côtés. Alors que chez la femme, c'est plus transversal, donc de gauche à droite ou de droite à gauche, connectant les deux hémisphères entre eux. Alors qu'est-ce qui se passe? Le fait d'activer plus un côté que l'autre pour résoudre un problème, c'est-à-dire qu'on ne va pas trop chercher l'information de l'autre côté, mais on reste de son côté, accélère la vitesse de traitement des informations et les tâches liées à la perception à l'action. C'est-à-dire que le fait de percevoir et d'agir va avoir une tendance à être plus rapide chez l'homme parce qu'il latérise que chez la femme. Alors les tests le montrent, hein, de façon évidente. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Et par contre, le fait de croiser favorise l'intégration du raisonnement et de l'intuition, produisant une meilleure intelligence émotionnelle, capacité d'analyser son propre ressenti et celui des autres, à l'exprimer et à agir en société, et un meilleur niveau de langage. Ça, c'est chez la femme. Donc on a une sorte de différence, on va dire, dans la gestion des informations. Il y a une femme qui va gérer beaucoup plus l'intuition, le ressenti de tout ce qui est sensoriel et qui va aller au-delà du sensoriel, puisqu'elle va l'analyser et en ressortir de l'émotionnel, alors que l'homme va être beaucoup plus dans perception-action.
j'ai quelque chose qui m'intéresse, je prends. La femme va être beaucoup plus, j'ai quelque chose qui m'intéresse, je réfléchis. J'analyse sur le ressenti. Qu'est-ce qui m'attire? Voilà, c'est beaucoup plus dans la réflexion émotionnelle. L'homme va être beaucoup plus dans la réflexion directe, physique. Donc le cerveau des hommes est davantage porté sur les objets concrets et les appréciations partielles. C'est-à-dire que l'homme, ce qu'il lui faut, c'est du concret, du pratique, de la matière brute, on va appeler ça. Et s'il y a un problème, s'il est face à un problème, l'homme va commencer par découper le problème en sous-problèmes pour résoudre chaque sous-problème en même temps. Enfin, les uns après les autres plutôt. Donc l'homme va plutôt résoudre en découpant les problèmes pour les résoudre. Je répète, il n'y a pas l'homme comme ça et la femme comme ça, c'est un dégradé, mais la tendance masculine est là, et la tendance féminine de l'autre côté. Le cerveau des femmes est davantage porté vers les appréciations globales. Donc une femme va beaucoup plus intégrer un problème dans sa globalité avec une entrée, une sortie, et essayer de trouver une résolution globale au problème. Alors que l'homme va découper en sous-problèmes pour essayer de voir comment on va pouvoir gérer la chose, vers la perception d'une situation complète dans son ensemble. Donc c'est plutôt l'ensemble. Genèse chapitre 2 verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc ça c'est la science qui nous dit tout ça. J'ai fait un résumé, mais voilà, on voit qu'il y a une différence dans le fonctionnement cérébral, neurologique. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que la femme, Dieu forma la femme à partir d'une côte prise de l'homme. Former ici, c'est bana en hébreu. Bana, mais pour l'homme, quand Dieu a créé l'homme, c'était bacha. Donc c'est pas le même mot là. C'est pas le même mot. C'est différent. On n'a pas la même chose dans la formation de l'homme et dans la formation de la femme. C'est deux choses différentes. Bana, ça veut dire bâtir. Ça veut dire établir. Ça veut dire assurer une suite. Ça veut dire former une maison, fonder une famille. Et c'est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire à l'imparfait que ce n'est pas une action unique. Il s'est passé quelque chose où il y a eu un début et ça a été un processus, un long processus. Donc là, Dieu dit qu'il a formé à partir de la côte un processus qui a commencé, il a bâti la femme, il a établi la femme, il a assuré une suite à l'homme et il va former une maison, fonder une famille. Donc il y a un processus qui s'établit. Implique une action continue et inachevée. Bana, ça vient de la racine, c'est la même racine que bina. Bina, avec le yod en plus, qui veut dire intelligence. Sachant qu'il y a plusieurs mots pour désigner l'intelligence dans la parole de Dieu. Et en particulier, il y en a un qui est souvent utilisé, c'est chokma. Chokma, qu'on retrouve souvent dans les proverbes. Chokma désigne la compréhension objet par objet de chaque chose, de chaque partie d'un tout. Tiens. Ça vous rappelle personne, ça? Une intelligence qui va prendre dans un ensemble, objet par objet, pour comprendre comment fonctionne l'ensemble. Ça, c'est chokma. Alors que l'autre, bina, c'est une intelligence globale. On va dans Exode 28.3, on a ce mot chokma qui est utilisé. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, chokma, et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. C'est ce mot-là. C'est un mot très masculin. C'est-à-dire, c'est un mot qui, dans un fonctionnement, je ne parle pas de génétique, je parle de fonctionnement, d'approche, de la relation de l'être humain à un objet, il y a une relation masculine, à savoir de prendre l'ensemble d'un système et de l'observer objet par objet pour découper et mieux cerner, ou penser mieux cerner en tout cas, le système. Bina désigne une compréhension globale, c'est-à-dire une compréhension d'un ensemble sans aller découper le sous-ensemble. J'ai une entrée, j'ai une sortie. Dans la voiture, l'homme, ce qui va l'intéresser, c'est... alors, il y a le volant, la pédale, le moteur, comment ça marche, il y a il y a la boîte de vitesse, tac, pièce par pièce, ça y est, on découpe. La femme, qu'est-ce qu'elle voit?
Elle voit qu'il y a un moteur, un volant, un accélérateur, c'est fait pour rouler, la problématique est résolue. Je simplifie, mais c'est le principe en fait. Et j'aurais pas dû dire la femme, j'aurais dit l'approche féminin, au féminin. Et l'autre, c'est l'approche au masculin. Parce qu'il y a des femmes qui ont des approches au masculin. Il y a des femmes qui sont très mécaniques. Et il y a des hommes qui vont être beaucoup plus dans l'approche globale. C'est un dégradé, c'est un fonctionnement de principe. Deutéronome chapitre 4, verset 6, nous lisons. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, Bina, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Là, on a Bina. Et le mot sagesse ici, c'est Chokma. Ça veut dire que observer la parole de Dieu se situe sur deux axes. Un axe Chokma, un axe Bina. Ça veut dire que celui qui a un fonctionnement, l'individu qui a un fonctionnement féminin, observe les lois dans un fonctionnement féminin, il n'y a aucun problème. La parole de Dieu est écrite d'une manière extraordinaire qui fait que ça s'adapte. Elle est faite pour l'homme et la femme, pour le masculin et le féminin. Et l'homme qui veut suivre les lois, eh bien il va les suivre avec sa Chokma, donc la femme c'est la Bina, l'homme ça va être la Chokma, et du coup, il n'y a aucun problème. Donc la parole de Dieu n'est pas écrite pour les hommes. Le texte le montre très clairement ici. La parole de Dieu est écrite pour les hommes et les femmes de toute l'humanité. La femme a plus d'aptitude à avoir une vision globale d'une situation donnée, qu'elle va gérer avec plus d'émotion que l'homme. C'est-à-dire que la femme, dans son fonctionnement, puisqu'elle a plus de matière grise, elle va gérer l'émotion. La partie émotionnelle va avoir beaucoup d'importance, ou plus d'importance que la partie, je dirais, rationnelle, qui existe aussi. Mais c'est juste qu'il y a une prépondérance de l'un vers l'autre, alors que l'homme va gérer à l'inverse. L'homme a plus d'aptitude à percevoir chaque élément constitutif d'une situation globale. Il découpe en tranches, qu'il va gérer avec plus d'analyse que la femme. Il y en a un qui va être beaucoup plus dans l'objectivité et l'autre qui va être dans la subjectivité sans aspect négatif. C'est simplement une approche. C'est pour ça qu'on va retrouver des fonctionnements féminins beaucoup plus marqués dans tout ce qui va être relations humaines et même dans l'aspect commercial. Il y a de très bons commerciaux hommes, il n'y a pas de problème. Mais on remarque que les commerciaux hommes ont plus tendance à aller percevoir le non-dit de l'acheteur ou du vendeur plutôt que le dit. C'est pas la même chose. J'essaye d'être clair parce que je marche sur des œufs là. Donc cette sagesse Chokma et cette intelligence Bina, qui ne s'agit pas de sagesse et d'intelligence, en réalité il aurait fallu traduire par deux fois intelligence. Deux fois intelligence. Il faut les deux pour pouvoir faire preuve d'une gestion sage et intelligente. Il faut les deux. Pour être sage et intelligent bibliquement, il faut les deux. Une situation ne peut pas être gérée avec sagesse et intelligence s'il n'y a pas la Bina et la Chokma. Ça veut dire qu'une gestion purement masculine d'un problème ne peut pas être sage et intelligente. Une résolution purement au féminin d'une situation ne peut pas être sage et intelligente. Il faut les deux. D'ailleurs, on retrouve sage ici, sauf que là, sage, c'est Chakam. Chakam, sage dans l'administration et la gestion d'une situation, car sagace, subtil, réfléchi et prudent. Et le mot intelligent ici, qui a été traduit, c'est Bina. Ah tiens, Bina. Conjugué au radical nifal cette fois-ci. C'est-à-dire être perspicace pour parler et expliquer. On a deux aspects, la Bina et la Chokma, donc cette approche, je dirais, plus subjective et cette approche très objective, plus objective, qui permettent de gérer avec sagacité, subtilité, réflexion, prudence, donc là on est plutôt dans la Bina, et être perspicace pour parler et expliquer, là on est dans la Chokma, c'est-à-dire pour expliquer un mécanisme, il faut le découper, il faut y aller par étapes pour expliquer tout le mécanisme. Ça veut dire que là on a un appel
déjà on a un appel sous-jacent à la nécessité d'une parfaite communion et communication entre l'homme et la femme. On ne parle pas du couple là, hein, on parle dans le fonctionnement du peuple d'Israël. Et ce fonctionnement total d'échange entre les deux nécessaire pour arriver à une gestion sage et intelligente sera un témoignage pour toutes les autres nations, parce que c'est le témoignage de la perfection divine. N'oublions pas que l'homme et la femme sont sensiblement différents dans leurs proportions constitutives et qu'il existe une gradation dans les fonctionnements qui leur sont propres. C'est tout un dégradé. Je ne suis pas en train de dire que l'homme est exclusivement comme ça et la femme exclusivement comme ça, et que s'il y a un homme qui fonctionne comme les femmes, c'est qu'il a un problème. Pas du tout. La parole de Dieu, et on va le voir dans plusieurs exemples, n'est pas du tout dans le clivage. Elle nous présente un fonctionnement global, puissant. Donc, on reprend on avance. On a vu qu'il y avait le physique, le cerveau. La femme a plus d'aptitude à avoir une vision globale d'une situation donnée, donc elle a plus d'aptitude. Ça ne veut pas dire qu'elle fait que ça, mais elle a plus d'aptitude, qu'elle appréhende davantage par la sensibilité physique, psychique et spirituelle. Toute la partie, ce qu'on va appeler molle, c'est-à-dire la partie qui n'est pas dure. Les sciences dures, c'est 1 + 1 = 2. Les sciences molles, c'est plutôt la psychologie, etc. L'homme a plus d'aptitude à percevoir chaque élément constitutif d'une situation, qu'il décompose davantage avec un raisonnement logique et déductif. Et il faut les deux. La femme a des spécificités physiques totalement inaccessibles à l'homme. Il y a des différences physiologiques, ok. Mais il y a 2 spécificités physiques qui sont totalement inaccessibles à l'homme. L'enfantement. L'enfantement est une particularité féminine que l'homme ne peut pas approcher, même de loin. La relation mère-enfant est totalement inaccessible à l'homme. Ce qui se passe, la fusion, la relation, le sentiment, le lien qui existe entre une mère et l'enfant à l'accouchement est d'abord inexprimable, parce que dès qu'on veut en parler, on emploie forcément des mots extrêmement forts, parce que c'est insaisissable. On est dans le domaine du féminin pur. C'est totalement insaisissable et on ne peut pas découper en morceaux pour comprendre comment ça marche. Même la science aujourd'hui ne comprend pas pourquoi les mêmes hormones font que la femme à un moment donné a la décontraction, les mêmes hormones font que le bassin s'ouvre, les mêmes hormones font qu'il y a une montée de lait, alors que ce n'est pas les mêmes moments, c'est la même hormone, mais qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. On ne sait pas. La science dure ne sait pas ce qui se passe. C'est quelque chose d'inaccessible pour l'homme. C'est quelque chose qui se vit et qui s'échange entre femmes. Dès que vous avez des femmes qui parlent de leur accouchement, ça passe. L'information passe. Elles sont dans le pur féminin. Et ça passe. Elles n'ont pas eu le même accouchement, mais ça passe. L'homme, il est à côté. Alors lui, il n'y a rien qui rentre. C'est insaisissable. La femme sait avec son corps ce qu'est l'intimité entre deux êtres. Son corps, à l'accouchement, lui dit ce que c'est que d'être dans une intimité presque parfaite avec un autre être vivant. Jamais un père n'aura une relation avec ses enfants comme une mère en a une. Et toute la vie durant. Même adulte, l'enfant est parti, il a fait sa vie, il a son foyer, sa famille, etc. Mais il y a toujours une relation particulière à la mère. Pour le père, c'est inaccessible. Ce qui est un grand sujet de frustration inconsciente, et on va en parler, chez l'homme. Alors, évidemment, dans un couple, surtout quand il y a la grâce de Dieu, et ça on verra, on parlera très peu. On ne parlera pas beaucoup du couple, mais un tout petit peu. Parce qu'il faut quand même, il y a des choses importantes, mais cette frustration-là, avec la grâce de Dieu, eh bien justement, elle se compense, et on verra comment, plus tard. L'enfant est chair de sa chair. Souvent on entend cette expression, il fait les 400 coups, il est épouvantable, il va en prison, la mère est consciente que c'est un voyou, mais c'est chair de sa chair. On ne lui enlèvera pas son enfant. C'est à elle, ça fait partie de sa chair. Et ça, pour l'homme, c'est incompréhensible, ça.
l'homme il va lui dire mais attends, c'est un voyou. Enfin voilà, on voit vraiment là sur des cas extrêmes comme ça, on voit la distanciation dans l'approche de la problématique. L'enfant est un être totalement nouveau qui est en même temps le fruit de son corps. En fait, c'est un être nouveau, mais en même temps, ça vient d'elle. Évidemment, l'homme a servi à quelque chose, mais c'est assez anecdotique dans toute la conception, c'est-à-dire physiologiquement. Évidemment, il y a toute la relation au père, etc. Je ne dis pas que le père est inexistant, mais je veux dire que dans la conception, là on parle de l'aspect physique, hein, de la procréation, ça reste assez anecdotique. Hein, c'est court et ça pèse pas lourd. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Regardez bien la formulation de la femme. Le père, il n'est pas là. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le père, on ne sait pas où il est. J'ai formé Cana. Cana, acheter, posséder, créer, prendre, avoir, obtenir. Il y a toutes ces notions-là. J'ai payé le prix, mais en même temps, ça fait partie de moi. Je l'ai créé en même temps. Enfin, vous voyez, il y a tout un... Il y a quelque chose qui ne se décompose pas. Conjugué au parfait, donc c'est une fois, là c'est l'acte, l'accouchement. C'est là l'accouchement, c'est pas quelque chose qui se répète tous les mois. L'accouchement, c'est l'accouchement. Ça se produit une fois pour chaque enfant. Et elle dit, Amar, conjugué à l'imparfait. Ah, alors regardez bien la subtilité de la conjugaison hébraïque. Elle dit, c'est conjugué à l'imparfait. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne cesse de dire, elle répète sans cesse. Elle ne dit pas juste à l'accouchement, j'ai formé, non. Toute sa vie durant, c'est marqué en elle. Elle a formé, elle a créé, elle a acheté par son corps l'enfant. Le père, il ne peut pas dire ça. C'est inaccessible au père. Il est bien évident que l'homme n'est pas absent de la conception, mais sa participation est singulièrement légère et abstraite. On a compris. Et l'autre aspect qui est totalement inaccessible à l'homme, c'est l'allaitement affermissant le lien mère-enfant. Qui va l'affermir, ce lien mère-enfant, de façon extraordinaire. Je reviens sur l'allaitement. La femme, je reviendrai sur l'allaitement plus tard. On peut déjà en parler. L'allaitement, ça va renforcer ce lien parce que quand l'enfant tète, c'est jouissif. Dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que l'enfant jouit de la présence de sa mère, mais totalement. Et la mère jouit de la présence de cet enfant contre elle. Et elle donne encore une partie d'elle à cet enfant, qui est sorti d'elle. Il y a un truc là que le père, c'est... Là, je ferai juste une toute petite parenthèse, étant donné que cette vidéo ne sera pas filtrée, vous comprendrez ce que je vais vous dire. Nous avons la raison fondamentale pour laquelle l'homme va chercher absolument ces deux parties du corps de la femme à les dominer. Parce qu'il faut qu'il domine ce qui lui échappe. C'est pour ça que ces deux parties du corps de la femme sont des sujets de frustration et de désir pulsionnel chez l'homme. Parce qu'il a une frustration, la femme a quelque chose qui est pour lui inaccessible et il faut qu'il le domine. Je ferme la parenthèse. La femme est un objet de séduction et de fascination pour l'homme plus que l'homme ne l'est pour elle. C'est-à-dire que la femme n'est pas, globalement, elle n'est pas fascinée par l'homme. Par contre, l'homme est très vite fasciné par une femme. Et surtout, ces deux parties du corps qui lui échappent. Parce que ça crée la pulsion. Les deux approches ne sont pas du tout, mais pas du tout, du même ordre. Pour l'homme, la femme est l'occasion d'une guerre d'un nouveau genre. Il part à l'assaut en conquérant et en stratège, parcourant au pas de charge tous les degrés de la conquête, de la douceur feinte à la violence cachée du corps de la femme, parce que pour lui, c'est une frustration fondamentale. Plutôt que de reconnaître la différence, il faut qu'il la domine. Son but ultime est la possession. La possession de ces deux choses-là, de ces deux organes qui sont pour lui un sujet de frustration profond. Les séductrices, elles, avancent masquées, guidées par la permanente tentation de maquiller leur corps
et leurs sentiments. C'est-à-dire qu'on voit les deux différences. C'est très impressionnant dans la relation homme-femme. Je ne parle pas du couple là, je parle vraiment dans une globalité. Évidemment, il y a des choses qui se retrouvent dans le couple de façon prégnante. Évidemment. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Son but ultime à la femme est de se prouver qu'elle reste un objet de fascination. Vous voyez la différence? Je ne dis pas que c'est un fonctionnement, je caricature pas, voilà. Je dis que je donne les tendances, et là pour l'instant on est dans une tendance naturelle. On ne parle pas de l'action de l'esprit, et on ne parle pas du couple, avec une construction qui va tout ça le transformer en quelque chose d'extrêmement positif. Aussi, demander l'égalité homme-femme est une gageure profonde. Aussi, établir l'égalité homme-femme est une grave erreur, profonde erreur. Les femmes n'auront plus d'enfants. Si la condition de la femme devient celle de l'homme, elle va perdre sa maternité. C'est ce qui est en train de se produire. Des organismes très sérieux sont en train de travailler sur des utérus artificiels pour que la femme n'ait plus à enfanter. On a créé la pilule pour que la femme n'ait plus à enfanter. On ne va pas parler de la pilule, c'est dévastateur dans le corps de la femme. Juste pour information, une femme qui prend la pilule 1 an a ses organes génitaux qui vieillissent de 2 ans. Donc en général, les femmes maintenant, on les pousse à prendre, les jeunes filles de 15 ans à 30 ans. Ça veut dire qu'elles ont un appareil reproducteur qui aura 45 ans quand elles vont commencer à avoir un enfant, à vouloir avoir un enfant. D'où les difficultés inhérentes à l'absorption de la pilule pendant ces 15 ans. Je ferme la parenthèse. Parce qu'il y a d'autres choses, mais bon. Pour que l'humanité subsiste, il faut 2,05 enfants par femme. Aujourd'hui. Pour qu'elle subsiste, pas qu'elle grandisse, qu'elle subsiste. Un couple doit engendrer 2 êtres. C'est logique. On a un homme, une femme. Pour que l'humanité perdure, il faut qu'ils engendrent 2 êtres humains, pour que ça se perdure. Ça paraît assez logique. Alors 2,05, c'est pour prendre en compte la mortalité, etc. Le taux de fécondité moyen en Europe est de 1,58. En Asie, c'est de 1,66. Avec 1,1 en Corée du Sud, on est loin du 2,05. Pourquoi? La femme a de moins en moins d'enfants. On va voir. Donc voilà, c'est les taux de fécondité. J'ai donné des courbes officielles. Aujourd'hui, les jeunes filles font des études et visent une carrière avant toute chose. C'est bien. J'ai rien contre. Mais au détriment de leur maternité. De la quintessence de ce qui fait qu'elles sont femmes. De la richesse de ce qui fait une femme. La richesse particulière et unique. Éducation secondaire des femmes et taux de fécondité totale. Vous voyez, plus les femmes accèdent à des niveaux hauts, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Du tout. C'est un constat. La maternité est vue comme un frein au confort, à la réussite et à la reconnaissance sociale aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui fait la quintessence de la femme a été travaillé jusqu'à ce qu'on arrive à un point où c'est un obstacle. Mais les études et l'ambition professionnelle interdisent-elles la maternité? Non. Non, absolument pas. C'est la compétition homme-femme qui l'interdit. Si on faisait dans le monde du travail le même distinguo que dans le sport, si on arrêtait de comparer hommes et femmes, mais qu'on comparait femmes et hommes comme dans le lancer du poids, avec les mêmes critères, mais adaptés à chacun, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait des inégalités. Je suis en train de dire qu'il faut prendre en considération les différences fondamentales que Dieu a créées. Or, la société aujourd'hui est en train de gommer, ou de tenter de gommer, ce que Dieu a créé. Ça va être la fin de la première partie. Elles sont courtes à chaque fois, je l'ai voulu comme ça, parce que sinon ça va être chargé. Et je vous donne donc pour la suite, à tout à l'heure.